mesdemoiselles, messieurs, eh bien, écoutez, un grand bonjour d'abord et en tant que président du Centre régional de Toulouse-Midi-Pyrénées, je suis très honoré de vous accueillir dans, bien sûr, cette belle ville qu'est Toulouse, qui est la capitale de notre région Midi-Pyrénées, dont je vais parler un petit peu tout à l'heure. Je dirais que ma surprise a été ma première surprise lorsque la présidente de notre fédération m'a informé qu'elle pensait à décentraliser un petit peu ces journées nationales sur Toulouse et de savoir si nous étions prêts à relever ce challenge de façon à ce que ces journées-là se déroulent dans le meilleur état d'esprit déjà. Ensuite, qu'elle soit pour chacun de nous, je l'espère aussi très fortement, un souvenir que vous garderez pendant quelques années. Donc, c'est vrai que c'était très important. Donc, on a relevé ce challenge avec, je dirais, toute une équipe importante et que je tiens tout d'abord à remercier. Il y a tout d'abord, je dirais, tous les permanents de la Fédération nationale qui se trouvent à Paris, qui ont œuvré quand même énormément pour la réussite de ces journées nationales. Il y a aussi, je citerai un petit peu le personnel du centre dont je suis le président à Toulouse, qui ont aussi contribué, et je l'espère, à la réussite de ces journées, même si elles ne font que démarrer. Et puis aussi un grand remerciement à tous nos partenaires, et notamment la société de Christian Laval, qui a participé excessivement longtemps avec nous-mêmes pour la réussite, j'espère, de ces journées. Donc, je souhaite que tout se déroule. C'est vrai que c'est le début, on croise les doigts, on espère que tout va se dérouler pour tout le monde d'une façon très importante et que vous en ayez un souvenir indélébile. Vous verrez normalement deux petits films, un film sur les grands sites de la région Midi-Pyrénées et vous en verrez un autre aussi sur Toulouse, capitale régionale. Donc vous verrez ces deux films aussi. Bon, juste deux mots avant de passer la parole à la présidente, à la représentante de la mairie de Toulouse. Bon, Toulouse, et c'est ce que nous avions un peu, je dirais, l'ambition de vous faire reconnaître, il y a parmi toutes ces industries, deux qui sont des industries de pointe, je ne vous cacherai pas, je pense que vous les connaissez assez, qui sont l'industrie aéronautique et puis le spatial ou l'industrie de l'espace. Et j'espère que dans ces deux journées, vous pourrez découvrir ce soir la Cité de l'espace avec un monde très, très, très particulier là, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui sera marquant. Et dès le lendemain, c'est-à-dire le mardi, vous pourrez voir pour une majorité d'entre vous, peut-être pas tous, mais si vous voulez, les ateliers de montage de l'A380, donc pour que vous ayez une vue sur, ou du moins une idée de ce qu'est l'aéronautique et de ce qu'est le monde du spatial. Voilà. Donc, je ne vais pas, donc, ce n'est que de brèves rencontres, de brefs moments que nous passerons quand même avec ces entreprises-là, d'accord. Voilà, donc je ne vais pas être plus, je ne vais pas m'attarder plus au vent, étant donné que quand même le temps est compté et que nous avons démarré avec un petit peu de retard. Donc, ce que je vous souhaite, c'est bien sûr des journées nationales à vous tous réussies. Sachez qu'il y a toute une organisation qui est à votre service si jamais il y avait un petit peu quelques anomalies. Nous serions là pour les réparer. D'accord ? Donc, que tout se passe le mieux possible et que vous repartiez avec un excellent souvenir de Toulouse. Tel est mon vœu le plus cher. Et donc, je vais maintenant appeler Madame Hardy, qui est, bien entendu, la vice-présidente de la mairie de Toulouse, qui représente le maire de Toulouse, qui s'est excusé, qui n'a pas pu être parmi nous avec nous. Mais on est quand même très bien représenté parce que, en plus de ses fonctions d'adjointe au maire de Toulouse, Madame Hardy est la déléguée quand même, je dirais, de la mairie de Toulouse, à l'artisanat et au commerce, donc dans un secteur qui nous intéresse. Madame Hardy, si vous voulez bien venir.
Madame la présidente de la Fédération des centres de gestion agréés, monsieur le président du centre de gestion agréé Toulouse-Midi-Pyrénées, mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir sincère en tant qu'adjointe au maire, donc pas vice-présidente, mais adjointe au maire chargée du commerce et de l'artisanat que je suis ce matin parmi vous à l'occasion des 34e Journées nationales des centres de gestion agréés et des petites entreprises. Retenu par d'autres obligations, Pierre Cohen, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, me charge de vous remercier très sincèrement de tenir vos travaux ici à Toulouse. Pour la première fois, je crois, notre municipalité apprécie votre invitation, tant vos activités sont importantes pour le développement économique de notre ville, de notre région, mais aussi de notre pays. Elles sont d'autant plus importantes dans une période de crise comme celle que nous traversons depuis 2008, avec plus de 8000 petites entreprises à Toulouse et 19 000 en Midi-Pyrénées. Votre fédération joue un rôle majeur dans notre agglomération, car ce sont vos entreprises qui créent des emplois, ce sont elles qui sont source d'innovation, et c'est grâce à elles que Toulouse devient de plus en plus visible à l'échelle nationale, européenne et internationale. Au mois de juin dernier, le 11e baromètre de l'attractivité de la France présenté par le cabinet d'audit et de conseil Ernst & Young a d'ailleurs classé pour la première fois Toulouse en 3e position derrière Paris et Lyon, comme la ville la plus entreprenante de demain. Et les résultats de ce baromètre sont particulièrement encourageants pour l'avenir de notre économie régionale. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance la plus sincère à l'ensemble des acteurs économiques de notre région et à Jean-Pierre Gors, président du centre de gestion agréé Toulouse-Midi-Pyrénées, qui, avec toute son équipe, s'efforce sans relâche de pérenniser et de développer les petites entreprises de notre territoire. Je souhaite vous affirmer aussi que notre détermination à soutenir le tissu économique de la métropole est entière. Elle se traduit par un investissement public important. Entre la ville, la communauté urbaine et les transports, ce sont près de 500 millions d'euros qui seront investis en cette année 2012. Nous avons lancé de grands chantiers qui servent le rayonnement de la métropole, l'économie et aussi l'emploi local. Ces projets permettent de développer la recherche, l'innovation, d'attirer des investisseurs, de créer des emplois. J'en citerai quelques-uns. Un nouveau parc des expositions qui sera sur la commune d'Aussonne pour accueillir des manifestations internationales, puisque nous avons aujourd'hui, et ce centre de congrès est effectivement un outil important, mais qui aujourd'hui ne nous permet pas d'accueillir de manifestations au-delà de 1000 ou 2000 participants. Donc un nouveau parc des expositions, un nouveau quartier aussi, Toulouse Euro Sud-Ouest, afin de préparer et de profiter, nous l'espérons pleinement, de l'impact de la LGV qui nous manque encore cruellement à Toulouse, des moyens de transport performants et puis bien sûr des campus pour développer notre potentiel économique, technologique, universitaire et de recherche. Notre volonté de valoriser le dynamisme économique de Toulouse et de son agglomération se traduit également par la récente mise en place d'une agence métropolitaine de développement économique en association avec les acteurs économiques du territoire représentés par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Et cette nouvelle agence utilisera nos atouts en matière d'innovation, nos territoires d'excellence pour servir l'attractivité économique de la métropole toulousaine. Notre volonté de faire rayonner la métropole est également affichée par la marque territoriale Sceaux Toulouse que nous avons lancée au mois de mars dernier à l'occasion du Mondial du tourisme à Paris. C'est une décision qui est importante, qui est prise avec tous les professionnels et qui vient renforcer notre politique en faveur du tourisme d'affaires et d'agrément. Ces actions nous ont permis de donner un élan à Toulouse qui doit servir l'économie locale. Nous faisons appel à tous les talents de la région. Nous mobilisons toutes les compétences pour mener à bien nos chantiers qui, comme je l'ai souligné, sont générateurs d'emplois et de développement pour nos entreprises locales. Mais, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous étiez tous hier à Toulouse pour profiter de la visite prévue dans votre programme. J'ose espérer que, malgré l'ampleur de vos travaux, il vous restera un peu de temps pour découvrir notre ville, son patrimoine, sa richesse culturelle et sa convivialité. Au nom de Pierre Cohen et de l'équipe municipale, je vous souhaite un excellent séjour à Toulouse et de fructueux travaux. Merci. À toi, Présidente. Bravo. Je baisse un peu. Mesdames et messieurs, mes très chers amis, voici
que nous nous retrouvons à nouveau pour les Journées nationales des centres de gestion agréés et des petites entreprises. Ce sont les 34e. Et quand je regarde les thèmes de réflexion qui se sont succédés, je vous assure que nous pouvons être fiers du travail accompli. Alors, c'est avec bonheur que je vous dis bonjour. Heureuse, très heureuse, oui, de retrouver ici beaucoup d'habitués de notre congrès et d'accueillir ceux d'entre vous qui viennent pour la première fois. Ces journées nationales sont un événement phare de la vie de notre fédération. Chaque fois, elles sont pour moi l'occasion de mesurer la solidarité qui nous réunit. Une occasion unique, une fête chaque année qui célèbre la pérennité de l'institution des centres de gestion agréés. Et chaque année, c'est avec joie et avec fierté pour moi de vous voir toujours aussi nombreux et fidèles à ce grand rassemblement qui permet de souder les liens entre les membres de notre réseau et de nous retrouver dans un cadre convivial pour apprendre et échanger. Vous êtes venus de toutes les régions de France et même, pour certains, d'outre-mer. Alors merci à chacun d'entre vous pour sa présence. Mes remerciements vont également à Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, qui a accepté de placer nos journées nationales sous son haut patronage. Je vois là un témoignage fort de l'attention toute particulière portée par le gouvernement à notre fédération et à son réseau de 114 centres de gestion agréés et de 400 000 petites entreprises. Vous le savez, notre fédération travaille toujours en étroite concertation avec les ministères et nous sommes tous très sincèrement heureux d'échanger nos idées et points de vue sur la petite entreprise qui est le moteur de la croissance en France. Je veux également rendre un hommage très sincère à l'équipe d'élus et de permanents qui a organisé notre congrès tout au long de cette année 2012. Un clin d'œil plus particulier à nos amis co-commissaires, Jean-Pierre Gors, et Gérard Magard, très à cheval sur l'horaire, je le précise. Organiser les journées nationales est une tâche difficile pour tout coordonner et s'assurer de la meilleure qualité dans les moindres détails. Je remercie également pour leur présence assidue les représentants de la DGFiP, des services fiscaux, de la DG6, du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, de l'IFEC et de CF, des chambres de commerce et des chambres des métiers, des banques, des fédérations professionnelles de la presse, du SNAP-CGAA et la présence des membres de notre union, de la profession comptable et des organismes agréés. Je remercie aussi la Banque Populaire, notre fidèle partenaire, les exposants de notre salon professionnel et LCL, qui est le parrain du 18e trophée des ailes des TPE. Cette année, le thème de nos journées nationales est un sujet d'actualité qui témoigne de l'engagement de nos centres de gestion agréés aux côtés de leurs adhérents, petites entreprises. J'ai donc voulu que le programme de nos journées nationales allie formation et information avec des intervenants de haut niveau sur des thèmes d'avenir qui touchent directement les problématiques de nos centres et de nos adhérents. Un autre temps fort de notre congrès va être, en fin de matinée, la remise des ailes de la TPE. C'est un moment d'exception pour mettre à l'honneur des entreprises remarquables adhérentes de nos centres de gestion agréés. Nous pouvons nous enorgueillir d'un bilan plus que positif, puisque plus de 200 commerçants et artisans issus de tout le territoire national, y compris l'outre-mer, ont été ainsi mis à l'honneur. Ce trophée est désormais le premier prix national de la petite entreprise commerciale et artisanale. Il contribue ainsi à promouvoir l'image de la TPE et à reconnaître parmi les adhérents des centres les plus méritants d'entre eux. Aujourd'hui, notre fédération et les centres de gestion agréés sont reconnus comme des acteurs majeurs du développement des petites entreprises en France. Mais à nouveau, cette année, il nous a fallu agir sur plusieurs fronts pour faire entendre la voix de la fédération
et pour assurer la survie et la pérennité de nos centres. La défense des intérêts de notre profession est un travail quotidien, une vigilance permanente, une construction laborieuse de relations durables et fiables pour imposer la fédération comme l'acteur principal du dialogue institutionnel sur les enjeux fiscaux des petites entreprises. Oui, c'est à elles, petites entreprises, que nous dédions nos efforts. Pour elles que nous voulons continuer d'exister et de travailler. Assurer la pérennité et la visibilité des CGA pour œuvrer au service de nos adhérents, les petites entreprises, c'est la mission que je me suis donnée. Car c'est là faire œuvre d'utilité publique auprès du gouvernement, bien sûr en concordance et en complémentarité avec les autres partenaires de nos entreprises. Enfin, je ne voudrais pas terminer sans remercier à nouveau chacun d'entre vous, mes chers amis, pour la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant à la présidence de cette grande fédération. Depuis les débuts de ma mandature, avec le soutien du bureau et du conseil d'administration, je poursuis l'objectif d'une concertation étroite entre les différentes composantes des centres, les experts comptables, les représentants consulaires, les adhérents, les collaborateurs. Après avoir traversé de fortes turbulences, nos organismes doivent maintenant retrouver leur sérénité. Bien sûr, je sais que rien n'est définitivement acquis. Une vigilance de tous, les instants s'imposent et il faudra certainement encore se battre pour préserver nos organismes dont la grande qualité des missions est unanimement reconnue. Dès lors, dans le temps qui vient, il est plus que jamais nécessaire d'être soudés, de nous entraider et de nous soutenir mutuellement. Merci pour la confiance que vous me témoignez. J'ai toujours à cœur de vous servir et je vous assure de mon implication toujours entière et dévouée. J'espère donc très sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à vivre ces journées que nous en avons eu à les préparer. Aujourd'hui, il faut poursuivre avec détermination et enthousiasme les progrès déjà accomplis. Jour après jour, il faut continuer à œuvrer pour assurer la reconnaissance et le développement de la petite entreprise, pour accroître les relations de notre fédération avec ses partenaires professionnels et ses homologues. Notre fédération est le fer de lance de la défense de l'institution des centres de gestion agréés. Soyons-en fiers. À toutes et à tous, je souhaite un très bon congrès 2012. Et j'appelle à la tribune M. Jean-Luc Pinson. Amis des centres de gestion agréés, bonjour. On va donc travailler cette matinée sur tout ce qui concerne la reprise. Et la reprise dans ses enjeux pour que nous puissions espérer une relance économique et une relance non pas à partir de troupes anémiques, mais de troupes encore en forme, de troupes avec véritablement des entreprises de toute taille prêtes à fonctionner, malgré le papy-boom. Alors, pour en parler à fond, j'appelle Franck Oniga, directeur des marchés des professionnels, entreprises et institutionnels de la Banque Populaire. J'ai le plaisir d'appeler Jean-Pierre Cossin, professeur et conseiller maître à la Cour des comptes. Et puis, j'appelle Maître François Trémosa, notaire à Toulouse et qui a tout un réseau. J'aurai le plaisir d'appeler dans quelques minutes avec nous Yves Fouché. Yves Fouché a plusieurs qualités. Il est à la fois expert comptable, il est président de la CCI de Versailles et de la CRCI Île-de-France et président d'Entreprendre en France. Je l'ai eu au téléphone, il est actuellement dans les embouteillages. Ah, vous voyez, il est membre du conseil d'administration du CEFAC et c'est le kéros, c'est-à-dire ce qui arrive au bon moment. Donc, nous avons 4 spécialistes qui, je dirais au quotidien, se préoccupent de la reprise. Alors, je vais tout de suite me tourner vers Yves Fouché. Vous suivez, grâce à Entreprendre en France, dont vous êtes président,
de très près la reprise. Et je sais que vous avez fait des études. Est-ce que vous pouvez nous situer le grand enjeu économique de la reprise actuellement? Merci. Et les taxis de Toulouse sont efficaces puisqu'effectivement j'ai pu être à l'heure. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous pour parler de ce sujet. Et si je commençais avec une taquinerie, ça fait bien une bonne douzaine d'années que je m'occupe de transmission d'entreprise. Le président Chirac, il y a plus de 15 ans, nous disait qu'il y a 500 000 entreprises à reprendre. 15 ans plus tard, on a dû vieillir. Il y en a toujours 500 000 à reprendre. Donc, somme toute, voilà un marché qui se porte. Alors justement, en quelques mots, le marché, une certaine inadéquation quand même entre le marché disponible et les repreneurs pour évoquer le sujet de la reprise versus la création, parce que c'est une question permanente, et je finirai, si le temps me le permet, avec 3 ou 4 conseils. Alors, le marché de la reprise d'entreprise, bon, on le sait bien, et les centres de gestion agréés mieux que quiconque, sur les 3 millions d'entreprises françaises, plus ou moins, déjà, il y en a une moitié qui sont des entreprises unipersonnelles, et donc, ce marché, il est spécifique, et au-delà, c'est plus de 94% des entreprises qui sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, quand on parle de reprise d'entreprise, on ne peut pas parler de toutes les entreprises. Il y a des spécificités dans le marché français et je ne reviens pas sur les éternels débats, le manque de TI, etc., etc. Il y a cette réalité. En outre, il y a une deuxième réalité, c'est que le marché est quand même très focalisé en termes de reprise sur le commerce, qui représente peu ou prou une trentaine de %, et sur également les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, qui représentent une trentaine de % aussi. C'est-à-dire que plus de 60% des reprises d'entreprises s'inscrivent dans ces métiers du commerce et de la restauration. Bon. Il y a quand même une soixantaine de milliers de transmissions en France. Je dis une soixantaine de milliers parce qu'en vérité, autant c'est assez facile de connaître les transmissions de fonds de commerce, puisque celles-ci sont assez clairement enregistrées. En revanche, les transmissions d'entreprises sous forme de sociétés, qu'il s'agisse de SARL, de SA, de SAS, sont enregistrées en ce sens qu'il y a des cessions de parts ou d'actions qui font l'objet d'enregistrement, mais il n'y a pas, c'est pas parce que vous changez de gérant, de président ou que sais-je qu'il y a forcément transmission. Donc au-delà des 40 000 fonds de commerce effectivement cédés, les 20 et quelques autres 1000, ils sont plus ou moins estimés. Donc 60 000 transmissions d'entreprises par an en France à peu près estimées. C'est quand même effectivement un marché puisque ça représente quand même aussi des millions de salariés. Le sujet, c'est que ça, ce sont les entreprises avec des cédants dont la quasi-totalité sont des cédants qui sont au bord de la retraite. Autrement dit, le serial entrepreneur en France qui crée, achète, revend plusieurs entreprises dans toute sa vie, ce n'est pas encore tout à fait dans nos gènes. Il faudrait peut-être qu'on s'accélère, mais c'est une réalité. Et l'avantage et l'inconvénient du cédant retraité, c'est que évidemment, il connaît bien sa boutique, si vous me permettez l'expression, mais à la fois, il est quand même déjà encore plus amoureux de son entreprise que de sa femme ou de ses enfants, et donc il peut être un tout petit peu maniaque sur les exigences par rapport aux repreneurs, ce qui n'est pas toujours facilitant, et c'est ce que, dans l'étude que vous évoquez, beaucoup de repreneurs nous ont dit. Donc ça, c'est le marché. Et en face, il y a donc, disais-je, des repreneurs et malheureusement, une certaine inadéquation entre les deux. Parce que, qui sont les repreneurs? Pas si souvent que ça, des jeunes, et encore moins souvent, des jeunes qui ont envie de faire des métiers du commerce, des métiers de bouche, des métiers de la restauration ou des métiers de l'hôtellerie. Le plus souvent, ce sont des cadres, cadres entre 35 et 45 ans, qui, dans le cadre de l'esprit d'équipe des grands groupes, se retrouvent un beau matin avec un petit paquet en leur disant « écoutez, il va faire meilleur ailleurs ».
Cela dit, beaucoup des repreneurs nous ont dit dans l'enquête que nous avons faite effectivement avec une autre banque qu'ils avaient aussi d'abord... Non, pourquoi dites-vous que ça commence? J'ai encore rien dit. Donc dans cette enquête, les repreneurs nous disent que c'est à la fois l'envie de changer de vie et l'envie d'être leur propre patron, bref, de maîtriser leur propre existence. Mais malheureusement, comme il s'agit plus souvent de cadres et encore plus souvent de cadres de groupe, ils cherchent quoi? Exactement ce qui n'existe pas. Ils cherchent des entreprises de plus de 10 salariés, et ça, c'est moins de... Enfin, si vous enlevez les filiales de groupes, les groupes CAC 40, les 120, etc., et que vous enlevez ce qu'il y a de moins de 10, il vous reste 5% des entreprises françaises. Il faut tomber dessus. Et ensuite, ils recherchent plutôt des entreprises dans le domaine des services aux entreprises, services à la personne, parce que quand vous avez été cadre bancaire pendant 20 ans, vous pouvez avoir envie de vous mettre à la restauration, mais enfin, ce n'est pas la formation directe. Et donc, ils cherchent plutôt des entreprises un peu structurées et dans le domaine des services. Et ça rend les choses un tout petit peu délicates, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien, donc ça veut dire honnêtement qu'en France, pour parler de la formation et surtout pour réussir les marchés de la formation, on a un gros déficit de formation au départ. L'esprit d'entreprise n'est pas assez répandu, développé dans nos écoles, qu'il s'agisse des écoles consulaires comme de toutes les autres écoles. On fait des efforts, mais je crois qu'il va falloir que nous continuions singulièrement à faire des efforts dans ce domaine. Et on a aussi, au fond, un déficit d'information. Bon, les CCI font ce qu'elles peuvent. Pour dire les choses en 3 chiffres, on a à peu près accueilli sur toute la France 9000 cédants. On a accueilli 12 000 repreneurs. Ça veut dire que des deux côtés, ça existe, mais il faut qu'ils se rencontrent. Et puis, on a plus ou moins directement accompagné, participé à peu près 4000 transmissions d'entreprises. C'est moins de 10% des transmissions qui se font. Parce qu'en vérité, dans les commerces, il y a des fédérations professionnelles dans un certain nombre, et pour ne parler que de la restauration et les brasseries, il y a des brasseurs qui sont très actifs dans ces domaines de la transmission, et c'est bien ainsi. Donc, une difficulté relative entre le marché en amont et le marché en aval. Alors, ça pose la question de est-ce qu'il vaut mieux reprendre ou est-ce qu'il vaut mieux céder? Que nous disent les repreneurs qui ont fait l'option de la reprise plutôt que de la création? Ils nous disent qu'ils l'ont fait d'abord parce que reprendre une entreprise existante, c'était l'assurance d'une activité. C'est pas faux. C'est pas faux, puisqu'a priori, il y a effectivement un chiffre d'affaires. Le plus souvent, et je reviens au début, comme il s'agit d'entreprises qui sont cédées par des entrepreneurs plutôt au bord de la retraite, ce n'est pas forcément des entreprises en forte accélération, pour dire les choses avec pudeur. Ça présente des inconvénients, mais ça présente aussi des avantages, j'y reviendrai. Pardon. Et donc cette sécurité d'un outil qui rend les choses plus intéressantes pour eux. Ils n'imaginent pas toujours, et ils le reconnaissent d'ailleurs toujours dans la même enquête, qu'il y a des inconvénients à cela. L'inconvénient, c'est que, bon, s'il s'agit de cadres, ils ont souvent dirigé des équipes, mais entre diriger une équipe au sein d'un groupe, ou alors se jeter à l'eau, et se retrouver patron d'une petite TPE avec 4-5 collaborateurs qui sont tous plus charmants les uns que les autres et sont tous passionnés par l'entreprise, mais enfin une relation directe au chef avec souvent beaucoup de bonne volonté, de bienveillance et de sympathie, mais enfin pas toujours, et ils y sont mal préparés. Et ça, c'est un premier choc. Le deuxième choc, la deuxième limite, auquel les repreneurs ne pensent pas toujours, sans faire de comptabilité ou de fiscalité, même si c'est encore un peu mon métier. Le problème, c'est que quand vous reprenez une entreprise, il y a du corporel et de l'incorporel, ou pire, il y a des titres. Et le fonds de commerce ou les titres, ça ne s'amortit pas. Et donc, comme, sauf avoir gagné au loto ou avoir hérité, on se tourne souvent vers mon voisin pour trouver quelques financements.
eh bien, il faut avoir en tête que de manière linéaire et pendant 7 ans, il faut sortir la même capacité d'autofinancement pour satisfaire aux exigences légitimes, naturellement, mais aux exigences du banquier. Or, une TPE qui, pendant 7 ans, arrive à faire un résultat linéaire qui permet à la fois de rembourser la banque, de continuer un peu à investir, mais aussi de se rémunérer, et ben pour tous ceux qui ont créé une entreprise ou développé une entreprise, ce n'est pas toujours gagné d'avance. Et puis, dernier point, sans parler du financement et de l'attitude des banques, mais si on en débat, on pourra le faire. Il y a quand même un sujet, je le dis tout net, ça froisse beaucoup, mais en France, les petites, moyennes entreprises à vendre sont trop chères. Et ça, c'est véritablement un problème. J'entends bien et je comprends bien, et j'ai moi-même une entreprise, donc je l'ai déjà largement vendue en partie, il ne me reste qu'un morceau. Quand on vend, on a quand même envie de préparer ses vieux jours. Mais enfin, en même temps, il faut être quand même dans des données qui soient réalistes, parce que sinon, de toute façon, c'est le banquier qui ne suit pas, parce qu'il dit à ce prix-là, vous ne vous en sortirez jamais. Je ne suis pas toujours d'accord avec les banquiers, mais sur ce plan, ils ont parfois raison. Voilà, donc il y a de l'avenir dans la transmission, mais je pense que centre de gestion agréé, ordre des experts comptables, que je connais assez bien pour y avoir été élu quelques années, réseau consulaire, on a vraiment un devoir d'information, de conseil pour que ça marche bien. Et pour terminer, si j'ai encore une minute ou deux, je voudrais donner 2-3 conseils. D'abord, et là c'est l'expert comptable qui vous parle, il faut arrêter de dire que c'est parce qu'on a fait un beau business plan qu'on va réussir sa reprise. Ça, c'est complètement faux. D'abord, les business plans, vous avez tous les professionnels de la terre et toutes les organisations et toutes les institutions qui vous les font. Pour réussir une reprise, il faut d'abord être un bon commercial, il faut savoir faire du chiffre d'affaires, parce que, pardonnez-moi, vous pouvez faire un business plan de 253 pages qui va plaire aux banquiers, mais qui peut être complètement pipeau, parce que si vous n'êtes pas capable de faire le chiffre d'affaires derrière, eh ben, ça ne sert à rien. Donc, d'abord, avant tout, dès que vous levez le matin et toute la journée, ne pensez qu'à une chose, faire du chiffre d'affaires. Deuxième conseil, ne cherchez pas l'entreprise au top. Parce qu'en général, quand on reprend une entreprise, et là aussi, tous les repreneurs nous l'ont dit, mécaniquement, la première année, de toute façon, vous perdez 10 à 15% du chiffre d'affaires parce qu'il y a plein de phénomènes qui se passent à l'intérieur de l'entreprise, dans la gestion avec les collaborateurs, dans la gestion des approvisionnements ou du produit à vendre. Et puis évidemment à l'extérieur avec les clients. Parce que comme il s'agit essentiellement de petites entreprises, il y a une relation forte entre le patron et sa clientèle. Et quand on change la tête du patron, et ben, le client s'interroge un peu. Donc il faut être attentif à cela et plutôt prendre une entreprise qui tournicote doucement, parce que ça vous permettra plus facilement probablement de la booster que d'avoir une entreprise qui marche fort. Troisième conseil, le célébrissime sujet de l'accompagnement. Alors là, c'est pareil, je suis assez brutal, mais le moins longtemps ça dure et le mieux on se porte. Parce que de toute façon, il n'y a qu'un seul volant dans l'entreprise, il n'y en a pas deux. Et la conduite accompagnée, c'est pour les gamins qui débutent, mais si vous êtes vraiment repreneur, vous n'avez pas besoin d'être accompagné pendant une éternité, d'autant moins que, en fait, ça devient votre entreprise et plus l'entreprise de celui qui l'a cédé. Par conséquent, il faut que vous imprégniez votre marque. Alors, suivant la nature de l'activité, ça nécessite probablement quelques mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais franchement, si ça va au-delà, il y a un problème parce que soit le cédant, en définitive, ne veut pas céder et ça finit par poser des petites difficultés relationnelles, soit c'est le repreneur qui n'a pas les capacités de reprendre et là, ça finit en général par ce qu'on appelle gentiment un accident industriel. Donc voilà, sur la base de ces quelques conseils, et pour conclure, je dirais que malgré tout, toujours dans cette étude, tous les repreneurs, alors me direz-vous, ceux qu'on a interviewés, c'est qu'ils avaient plutôt réussi, ils étaient toujours là. Les autres, on ne les a pas rencontrés. Mais tous les repreneurs qu'on a rencontrés étaient globalement satisfaits de leur opération et prêts à continuer. Donc il y a encore beaucoup d'avenir et d'espoir dans la reprise d'entreprise. Je vous remercie pour votre attention.